Jean-Paul qui est de retour pour la première fois cette année en 2015. Bonjour. Bonne et heureuse année. Officiellement, bonne heureuse année Oui. à vous et à tous nos auditeurs et auditrices. On va souhaiter une bonne année, aussi bonne que 2014. Ça a été pas si mal. Plusieurs parlaient de catastrophe pour 2014. Finalement, c'était pas si mal. Ça a été très bien. Je vous dire honnêtement, même surprenant. Comme quoi, les marchés ont toujours le don de nous surprendre. Et comme je dis toujours aussi, c'est beau faire des prévisions, mais dans notre cas, on est à court terme, donc on réagit. Et on est prêt à possiblement une correction, mais il ne faut pas l'anticiper. Il ne faut pas faire l'erreur. Il y a des gens qui sont mis chauves il y a 1 an, 2 ans, même de vos amis des hedge funds, qui ont mangé le bas. Alors, le danger, c'est ça, là. C'est d'anticiper. Il faut attendre que ça arrive, qu'il y ait des signes vraiment solides. Mais c'est peut-être pas toujours vrai, mais le mois de janvier, habituellement, commence souvent mal. Ça commence mal. Rappelons-nous 2011. Rappelons-nous 2010. Rappelons-nous même le début de 2013, mais là, on est parti en fou. C'est la fin d'année qui avait été en dents de scie. 2014, c'était en dents de scie tout le long de l'année. Puis là, ça commence. La correction, le rebond de 2009, ça s'est fait en mars. Fait que forcément, on n'a pas un bon mois de janvier là, cette année-là. On va voir ce que l'année va nous réserver. On va évidemment suivre ça de près là, pour nos auditeurs et auditrices. Donc, on y va, nous, avec notre revue des marchés. Et on va commencer l'année aussi sur les chapeaux de roue. Parce que c'est les résultats du dernier trimestre, le trimestre Q4 pour bien des compagnies. C'est d'ailleurs leur fin d'année aussi, là, mais c'est évidemment une fin de trimestre aussi. Donc, on va voir ça ensemble, avec un petit accent sur les banques. Donc, probablement, les données économiques, ça a brassé ça aussi. Puis là, on va se réajuster. Évidemment, si vous me corrigez en temps réel, là, si jamais les données ne sont pas perdre mes bonnes habitudes de 2014, vous me le dites. Alors, ISM, 56,2, c'est la bonne donnée. Ça n'a pas été une bonne donnée, évidemment. On s'est retrouvé à la baisse, mais on est au-dessus de beaucoup du chiffre magique de 50. On sait que c'est ce qui est surveillé, là, au-dessus de 50. Mais là, 56,2, quand même une bonne baisse par rapport à ce qui avait été estimé à 58. Voici le fameux graphique de l'ISM, très suivi, cet indicateur-là aux États-Unis, là, la santé un peu là, du secteur non manufacturier, évidemment, qui est bien important. Et on voit ici là, qu'il y a une petite tendance à la baisse. Depuis fin de l'année passée, là, on voit qu'il y a une petite tendance à la baisse, mais au-dessus de la fameuse ligne de 50. Comme au football, là, la ligne de 50 qui est importante. Et voilà. Alors, voici ce que ça a donné. On ne perd pas nos bonnes habitudes. On vous montre en temps réel, pas en temps réel maintenant, là, mais la journée où c'est arrivé, comment les marchés ont réagi, parce qu'on sait, et c'est pour ça qu'on le dit souvent aux gens, c'est important. Honnêtement, je dirais qu'il y a une époque là, du day trade, là, le 20 ans, là, où on regardait, on tradait n'importe quoi puis on ne regardait rien. Là. C'est fini cette époque-là. Aujourd'hui, il faut être au courant de ce qui se passe dans l'environnement. Il ne faut pas juste avoir juste fondamentaliste ou technicien. Il faut aller plus large que ça. Et les données économiques sont importantes dans les marchés. La communication est plus rapide. Ça fait le tour de la planète d'entendre le dire. Ça, c'était pas ça le 20 ans, ça l'est aujourd'hui. On voit un exemple ici. Regardez l'indice manufacturier. À sa sortie, il y a eu une légère remontée, mais ça n'a pas été long qu'on a estimé que ce n'était pas une bonne donnée. Et on voit là que les marchés ont royalement baissé. On est sur le SPY, là, dans le cas présent, pour faire cette analyse-là, de 202. On passait à tout près de 198. C'est énorme là, sur le SPY. On parle là, de 3 points, 4 points là, de baisse en l'espace à peu près. On est en 5 minutes, là. Donc, il y a à peu près 2 heures là-dedans. Là. Donc, c'est une baisse assez importante. Et mercredi, le 7, évidemment, là aussi, on avait un événement important. C'était les fameuses minutes du dernier meeting qu'on a eu. La Fed. On rappelle aux gens qu'il y a le meeting, mais après, il y a les minutes. Et les minutes sont aussi importantes que le meeting parce que, comme je dis toujours, on dirait que des fois, à relire ce qui a été dit, on comprend les choses différemment. Alors, taux et pétrole, ça, c'était évidemment, les conversations du jour. Ces minutes-là, les récentes, l'ont mis en évidence là, les nombreuses discussions. C'était plein de discussions dans le minute du meeting qui concernaient l'augmentation des taux, surtout le moment. Ça, ça va être la grosse discussion de 2015. Quand est-ce que Janet va se décider à augmenter les taux? Beaucoup voient ça pour juin. Goldman Sachs, votre grand ami, voyait ça pour juin. La chute des prix du pétrole remet en question l'obligation d'atteindre là, 2 d'inflation, l'objectif de la Fed avant d'augmenter les taux. Parce on va le voir cette semaine d'ailleurs avec le CPI là, qui risque de faire mal. Là. On parle d'1,3 %.
au global, et même négatif d'un mois à l'autre, pour un deuxième mois consécutif. Là. Donc, ça viendrait appuyer ce qui s'est dit ici, c'est qu'ils vont peut-être, dans le fond, on sait que c'est un objectif qui était visé avec l'augmentation des taux. Mais là, le pétrole vient changer un peu la donne. Hein. Il y a toujours des éléments qui ne sont pas toujours prévus. Hein. C'est ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Même la Fed, dans sa grande science de planification qu'ils font depuis un an ou deux, personne n'avait vraiment prévu ce qui arriverait au pétrole actuellement. Toutefois, la Fed considère cette même baisse, et c'est là que c'est assez ambigu, cette même baisse des prix du pétrole comme bonne pour la consommation. Alors, beau dilemme. D'un côté, c'est pas nécessairement une nouvelle qui est bonne pour tout le monde, mais c'est sûr que force est d'admettre que c'est bon de la consommation. En théorie, on payait moins cher notre litre d'essence ou notre gallon aux États-Unis, donc théoriquement, on devrait dépenser ailleurs. Exactement. Je voyais, tantôt, en entrée de jeu, vous indiquiez la différence. On était à 100 $, au mois de juin, je pense, je ne me trompe pas, puis 46. Ce qui est remarquable aussi, surtout, c'est que sur un petit trade de 3, là, on apprend en cinquième, en première année, là, c'est qu'on était à 1,50 $ à ce moment-là. Là, on est à 46, puis on vous dit qu'on est à 1,07 $ à peu près. Bon, on comprend qu'il y avait des taxes là-dessus, tout ça, mais juste pour vous dire, là, ça a été coupé en deux, mais c'est pas été coupé en deux à la pompe. Quand j'ai commencé à faire de la finance, c'était facile à l'époque. 1 $ de brut équivalait à 1 cent à l'essence. Ça coûtait 50 pièces, c'était 50 cents à la pompe. Mais là, c'est plus ça. Là. C'est plus ça du tout. Ils ont changé en mathématiques. Oui, mais pas mal. Ça sort avec du pouce. 1 pour 1. Ah, c'est génial. Oui, c'est facile. Ouais. 50 pièces? Ah, ça va nous coûter 50 cents. Pas le même pouce. Non. Emploi, inflation et outre-mer. Cependant, certains membres, toujours sur le meeting, les minutes de la Fed, mentionnent que le marché de l'emploi demeure plus faible que ce qu'indique le taux de chômage. Vous le dites souvent, ça fait plusieurs fois que vous le répétez à l'émission ici, là. Le taux de chômage est spectaculaire, il a encore baissé la semaine passée, mais il y a une morosité qui est toujours là parce que la réalité dans le marché de l'emploi n'est pas nécessairement corrélée avec la performance là, de la baisse du taux de chômage. Plusieurs participants voient très peu de risques liés à l'inflation des salaires. Même, je pense que c'est là qui est un petit peu le bas qui a blessé. C'est que la semaine passée, je pense qu'il y a eu une réduction au niveau du taux horaire dans l'ensemble, et c'est ça qui a fait mal. Oui. La détérioration de l'économie à l'étranger est considérée comme le plus grand risque pour l'économie locale. C'est ce qui fait frémir beaucoup plus là, la Fed et Wall Street. C'est ce qui se passe à l'étranger. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça a une influence localement. C'est parce qu'il n'y a pas d'inflation dans le salaire. Alors, on l'a pu le voir encore vendredi, même, il y a eu une baisse du taux horaire d'un mois à l'autre. C'est pas des blagues, là. Quand vous dites tantôt, là, on va peut-être avoir une méchante surprise, là, ça va ensemble. Pas d'inflation, ça veut dire qu'il n'y en a pas à nulle part. Donc, ça comprend aussi, évidemment, des salaires. Donc, le taux de chômage baisse, mais les salaires aussi. Donc, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Santé économique, l'activité économique a augmenté à un rythme modéré au quatrième quart. Le dynamisme économique des consommateurs a contribué à l'amélioration de plusieurs secteurs. C'est le consommateur qui a sauvé un peu là, la mise l'année passée. Puis la Fed a-t-il un vocabulaire démontrant une certaine flexibilité, ils sont bons dans ce genre de vocabulaire-là, face à l'éventuelle augmentation des taux. Cela, tout dépendant, évidemment, de la santé économique générale à venir. Bon, alors ça puis rien dire, c'est la même affaire. Mais on verra la semaine prochaine, lors du prochain meeting, comment ça va se dérouler. On en saura peut-être un peu plus avec le livre beige cette semaine. On fait une pause, on revient. Alors, on poursuit notre revue économique point de vue marché. Oui. Hein? On verra dans quelques instants le graphique du SPY là, par rapport aux minutes de la Fed. Il n'y avait pas grande surprise là-dedans quand même dans la Fed. Là. Vous avez raison. Puis, le marché a réagi tel quel aussi. Oui, effectivement. Vous allez voir sur le graphique, là, souvent, ça brasse, mais ça n'a pas brassé du tout ce journée-là. C'est resté, on le voit à 2 heures, là, c'est resté pas mal. On s'entend que bouger une coupe de points, c'est plus brassant à cette heure-là. Ouais. Donc, tout est relatif. Avant, des affaires de même, puis que ça brasse, mais plus maintenant. Donc, il faut savoir que dans le fond du graphique, ça revient jusqu'en haut pour vraiment que ça attire notre attention. Demande de chômage, bien, là, évidemment, au niveau demande de chômage, ça n'a pas été une bonne nouvelle, hein, 200 $. Mais il faut dire que, bon, passons tout de suite au graphique. Le graphique est super intéressant. On est en baisse constante, là, depuis 2012, depuis la zone de 400, on est rendu dans entre 280 et 300, donc pas vraiment rien à dire à ce niveau-là. Pas vraiment non plus de répercussions en pre-market. Il y a eu quelques wicks qu'on appelle, là, des mèches de chandelle, là. Ça s'est un petit peu excité, mais ça s'est replacé assez vite. Mais à l'ouverture, évidemment,
On a fait fi de cette nouvelle-là qui était en théorie pas une bonne nouvelle et ça a monté pour le reste de la journée. On a eu création de l'emploi qui était une bonne nouvelle à ce niveau-là, 2,52 contre 2,45, des non-agricoles. Beau graphique aussi, un graphique haussier. On le veut, lui, en contraire au graphique de précédent, qui est ça, un beau pair trading. On short un puis on va long sur l'autre. Et taux de chômage, bien, écoutez, en tant que tel, la valeur intrinsèque, c'est spectaculaire. On est rendu à 5,6. Comme vous disiez, puis vous le dites souvent, il ne faut pas oublier de le répéter, ça ne dit pas tout. Non. Il y a bien d'autres éléments. C'est bien important. Puis d'ailleurs, le marché a réagi momentanément sur les chiffres de 252 000. Mais quand on décortique un peu les chiffres d'emploi, c'est pas ça qui s'est passé, là, dans le fond. Là. Il y a eu beaucoup d'emplois de créés. Ça a été la meilleure année depuis 1999, 1,9 million d'emplois de créés, mais il n'y a pas de salaire. Les salaires ne sont pas là. C'est le deuxième mois consécutif. On le disait tantôt, oui. Même eu des baisses à certains niveaux. Fait que c'est sûr que c'est pas... Bon, au niveau du graphique, difficile de critiquer ce graphique-là. Là. C'est un graphique assez parfait. Là. On va-tu tomber négatif? Non. OK. On peut pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi sur les 252 000, de 240, c'est le secteur privé qui les ont créés. Ah ouais. Alors ça, c'est important. Là. Effectivement. Parce qu'ils ont pris le relais du gouvernement. À l'époque, c'était le gouvernement qui créait l'emploi. Et c'est ce qu'on veut que ça soit. Ben oui. Ouais. Normal. On voit la situation de l'emploi. Regardez ça, c'était à 8h30 du matin. Évidemment, il y avait des bonnes nouvelles là, dans l'ensemble, mais les marchés, à l'ouverture, ont un peu réagi à l'événement. Donc, je mentionne tantôt qui faisait que les salaires avaient une diminution. Et finalement, ça n'a pas été une bonne nouvelle et les marchés ont chuté toute la journée. On a eu un score pas mal neutre la semaine passée, 2-2. Et regardez ce que ça n'est comme semaine, une semaine assez neutre. On a légèrement à la baisse, remarquez bien, là. Oui. Mais à un moment donné, ça n'allait pas bien. Hein. Mercredi, là, on était à 17 250. Alors, le Dow Jones s'est retroussé ses manches et on a... Ben, en fait, mercredi, c'était la Fed. Hein. Puis, par la suite, on a remonté ça pour on a fermé ça quasiment au prix de la fermeture de vendredi. Alors, la semaine prochaine, bon, on ne les fait pas en détail, là, mais c'est juste un tableau récapitulatif là, des importants. Prix des consommateurs, vous disiez tantôt, sentiment du consommateur, alors, Beige Book, vente au détail, une grosse semaine. Oui, vente au détail négatif là, au total. Moi, je vais regarder plutôt hors automobile. Alors, 1,5 d'augmentation, là, parce que c'est le temps des fêtes, là, habituellement. Mais pourtant, il s'est acheté des chars. Ça n'a pas de bon sens. Ça va être étrange. C'était un mois record. C'est vrai. C'est vrai. Saison de earnings est de retour. Résultat du dernier trimestre de 2014 avec le festival bancaire. Le seul qui n'est pas bancaire, là, on va en surveiller. Comme on fait toujours, on en surveille à chaque semaine. Ça, c'est les 5 qu'on va surveiller. Le seul qui n'est pas bancaire là-dedans, c'est Alcoa, mais on le met toujours là parce qu'évidemment, c'est un peu lui qui démarre le bal là, dans les gros joueurs. 16 h cet après-midi. 16 heures après la fermeture des marchés, justement, c'est aujourd'hui. Donc, on va voir ça, on va suivre ça. Et il y a les banques, là, aussi, qui vont donner, évidemment, un grand coup. Donc, Alcoa, on s'attend à 26 sous. D'estimer. On verra ce que ça va donner comme résultat. Au niveau graphique, et là, ben, vous avez le petit ours, notre symbole, qui dit que nous, on est baissier sur ce titre-là. Alors, on a des configurations baissières. Là, à 2 reprises, on en est au même niveau, au niveau de 18-19 $. C'est la deuxième fois qu'on va là, quelques mois plus tard, pratiquement une année plus tard. Donc, on est en graphique mensuel, je le rappelle. Là. Alors, on va peut-être là se retrouver avec... Vous êtes en rencontre des analystes, vous? Parce que même ce matin, il y en a un qui a révisé à achat son titre d'Alcoa avec un prix cible nouveau 23 $. Bon, on va suivre ça. Je me trompe, je viendrai pas la semaine prochaine. J'ai raison, je viendrai. Mais ça m'a surpris qu'il fasse ça avant la publication des résultats financiers. C'est un gros risque, ça. À moins qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas. Il n'est pas supposé, en théorie. Mais c'est un gros risque. Oui. Alors, écoutez, c'est pas... regardez, ça aussi, hein, ça, c'est la semaine avant les earnings. Remarquez bien qu'il y a de l'ambiguïté ici, parce que si on le regarde sur un peu plus long terme, là, mensuel, là, on voit bien là, qu'on est dans une résistance ici, là, avec deux configurations haussières. Par contre, si on s'en vient en jour, on voit un beau double creux. Hein? Et on a, ça c'est la semaine là, qui précède les earnings, là, on est en jour, et on a dépassé le milieu du double creux. Donc, je pourrais me tromper, ça pourrait aller jusqu'à 17,50, 17,75 avant de peut-être reculer. Mais des fois, quand ils nous montrent ça la semaine avant les earnings, là, des fois, c'est parce qu'il y a une mauvaise annonce puis il y en a qui se préparent. Bien, au mois d'octobre, il nous a fait la même affaire, par exemple.
Hein? Ouais, quand même pas oublié les earnings du mois d'octobre. Ils nous avaient fait un méchant gap. C'est vrai, effectivement, c'est la même chose. Et on va suivre ça de proche. Les volumes aussi, c'est des volumes qui sont légèrement dans la moyenne. Les gaps, c'est quand même un titre qui fait des gaps dans les derniers 4 ans, 24 gaps. La plupart, évidemment, sont lorsque des earnings sont annoncés, comme c'est le cas. Puis ça joue dans en moyenne 6 %. Donc, c'est quand même des gaps assez importants. On arrive maintenant aux fameuses banques. De toutes les banques, vous allez voir tantôt les graphiques, je dirais que Wells Fargo est peut-être celle qui semble se tirer le mieux de la situation, qui a toujours une belle performance. Regardez ça. On a une tendance haussière. On est en mois ici, je le rappelle. Là, ça, c'est depuis 2009. Alors, on ne cesse de monter. On a eu évidemment quelques petits signaux baissiers à quelques reprises là, dans la dernière année, mais il n'y a pas eu de suivi là-dessus. C'est normal d'avoir des replis, des arrêts. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Là. Mais s'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de problème. C'est lorsque ça continue que ça va un petit peu moins bien. Donc, on est plutôt haussier sur Wells Fargo. Là où ça se garde, c'est les autres. Hein, JP Morgan. Une pièce et 32. Comment qu'on attend? Il va falloir qu'il performe. Là. Regardez, sur un graphique mensuel, on est à une zone de résistance historique, 99. En 99, on avait atteint ce niveau-là. En 2006-2007, on est venu proche, mais on sait tout ce qui est arrivé. Puis là, on est encore à ce niveau-là, avec en plus de ça une configuration baissière, un gros avènement baissier mensuel. Donc, théoriquement, c'est difficile de traverser cette zone-là. Il va y avoir de l'ouvrage, puis peut-être que la conjoncture n'est pas nécessairement leur avantage aussi. Si on regarde maintenant sur une configuration quotidienne, encore là, c'est baissier. On voit ici, ça, c'est ça qui a déclenché la baisse qu'on a ici. Et ça, c'est encore une figure aussi qui est baissière. Donc, un titre qui serait baissier, 26 gaps dans les 4 dernières années, entre 7 et 9 Citi, l'enfant pauvre de toutes les banques, qui a toujours eu un petit peu de misère à s'en remettre. Alors, on est lui aussi dans une zone de résistance qui est très forte, donc c'est baissier pour Citigroup aussi. On est en graphique mensuel ici, donc la zone de résistance, on la voit bien, là, aux environs de 52. Vu qu'on est en mensuel, il faut comprendre que c'est depuis 2009 là, qu'on a cette zone-là. C'est pas que c'est une zone qui a eu une résistance qui a eu la semaine passée. Là. Ça fait plusieurs reprises depuis 2009 que le titre va dans les 50 $ et renverse. Et on a aussi une figure baissière. On est en mois, évidemment, pour aller peut-être les voir tantôt en temps réel. Donc, 37 gaps les dernières 4 années, là, entre 8 de gap en plus et en moins. Bank of America, eux autres aussi, on est baissier là-dessus. On a, eux aussi, une zone de résistance importante depuis 2009, avec encore là des figures qui sont aussi baissières. On le voit ici, une vue plus microscopique, un graphique quotidien. On voit bien là, cette zone de résistance-là, là, aux environs de près 18-19 $. Donc, et déjà, on a traversé en dessous de cette zone-là. Là, donc il est en bas de 17, là. En ce moment, là? Oui, il est à 16,81 à l'heure actuelle. Bon, puis évidemment, quand j'ai fait ça, je n'avais pas l'information d'aujourd'hui, mais ça risque d'être baissier. Bon, puis c'est un titre que j'ai jamais aimé, Bank of. Bank of Citigroup, là. Depuis la crise financière, ils ont toujours eu des squelettes dans le placard. Bon, on vient avec Yves Usereau. À tout de suite. Bon, c'est le temps de répondre à vos questions. Beaucoup de questions fiscales qui commencent à entrer. Là. On se rapproche de la date fatidique. Il faut commencer à faire les déclarations de revenus. À partir du 1er mars, la saison est partie, n'est-ce pas, Yves? Oui, oui. Même déjà, dans plusieurs cas, c'est déjà commencé. Bon, alors, ça nous fera plaisir. Vous pouvez nous écrire vos questions fiscales. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer de concentrer ça pour m'aider avec Yves le plus souvent possible. Ou, à la fin, aussi, il y aura un spécialiste. Je vais demander à votre collègue s'il peut revenir, M. Saint-Onge, pour essayer de nous aider. Puis pendant la période du mois de février, à la dernière semaine de février, on va essayer de faire une petite semaine fiscale aussi. Donner quelques petits conseils, puis Yves ne le sait pas, mais je vais lui demander de collaborer un petit peu plus pendant cette semaine-là aussi. L'invitation est déjà lancée. Bon,
Alors, la première qui nous vient de Mamacita Pérez, que l'on salue, c'est dans le cadre d'une cotisation CELI. Comment doit-on mentionner sur notre déclaration d'impôt la supposée disposition d'un bien, action, obligation portant une perte qui sera refusée parce que considérée comme une perte apparente lors d'une cotisation CELI? Alors, si je comprends bien la question, vous avez une action, un fonds commun. Là, vous voulez le mettre dans votre CELI, il est considéré vendu. Et s'il y a une perte fiscale, bien entendu, c'est une perte apparente, effectivement. Oui, c'est ça, François. C'est que les gens doivent savoir, c'est que c'est une transaction de personnes liées. Si on veut que lorsque ce soit à son propre REER ou parce qu'un REER, au niveau fiscal, dans le fond, c'est considéré une fiducie. Un CELI, c'est un peu la même chose. Et le point, c'est que lorsqu'on fait ce transfert-là, dans le fond, c'est considéré avoir... On est présumé avoir fait, on pourrait dire, comme une vente théorique. Là. On est réputé avoir disposé à valeur marchande. Et le problème, c'est que si le titre était à perte latente, bien, à ce moment-là, la fiscalité, elle est désavantageuse parce que la perte, elle se trouve être refusée, qui, en temps normal, avec la notion des pertes latentes, c'est que la perte qui est refusée, elle n'est pas gaspillée, elle n'est pas perdue, elle est rajoutée au PBR, puis elle va servir plus tard dans le futur. Mais là, le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de futur, c'est que là, on l'a mis dans un compte non imposable. Fait qu'elle se trouve être carrément gaspillée. Fait que c'est pas... La personne, ce qu'elle devrait faire, c'est qu'elle devrait vendre, cristalliser sa perte et par la suite faire le transfert. Dans ce cas particulier, lorsqu'on est à perte. Si on a un gain, il n'y a pas de problème. Bon, alors, si je comprends bien, elle vend, le lendemain, en rachète d'autres pour mettre dans son CELI. Bien, là, elle ne pourra plus le faire non plus, parce que il n'y a pas le 30 jours. Il y a quand même le 30 jours. Le 30 jours n'est pas respecté. Oui, effectivement, François. Il faut quand même respecter la notion du pouvoir. Il faut faire très attention. Dans la question, François, le monsieur voulait savoir de quelle façon qu'on le déclare. C'est dans l'annexe 3, si on veut, de la déclaration fédérale. Aujourd'hui, les gens, tout le monde fait les déclarations avec des logiciels fiscaux. Donc, automatiquement, ça va se reporter au Québec dans l'annexe G. Et on peut mettre le montant là, qui a été mis. Et, des fois, il y a des endroits pour mettre, lorsque c'est une disposition réputée, vis-à-vis la ligne là, des actions. Fait que là, un petit détail. Oui, malheureusement, les logiciels ne sont pas faits pour les pertes apparentes. Ça, j'ai demandé d'ailleurs aux gens d'Intuit d'essayer de corriger ça un peu, là, parce qu'on pourrait cocher perte apparente et à ce moment-là, il disparaîtrait du radar des impôts. Peut-être, je peux permettre un petit mot plus investissement que autre. Si je comprends bien, on ne sait pas c'est quoi le titre, c'est ta perte, mais non, c'est pas grave, ça n'a aucun rapport, c'est toute la... Bon, c'est pour ça, mais du point de vue trader, investisseur actif, si c'est ta perte, c'est pour continuer de l'être. Peut-être qu'elle devrait juste prendre sa perte puis arrêter là aussi. Il ne donne rien de prendre quelque chose qui est à perte. Mais c'est pas d'amener un bon point. C'est qu'il faut être logique aussi. C'est que la question fiscale, des fois, on se dit OK, bien là, je ne vais pas bouger parce que là, fiscalement, c'est pas avantageux. Mais là, si tu fais une perte financière qui est 10 fois ton économie d'impôt que tu aurais fait puis faire par ailleurs, il faut être logique. T'es mieux de prendre tes billes et de limiter les dégâts. Oui, effectivement. Puis si les années antérieures, parce que vous pouvez faire un report rétrospectif qu'on appelle, puis prendre vos pertes puis les reporter 3 ans en arrière. Si vous avez que des pertes, là, c'est reporté indéfiniment par en avant, là, mais ça aussi, il y a une question de stratégie puis de logique là-dedans. Prochaine, Louise Dussault qui nous écrit. J'aimerais avoir des explications. Je sais que si on possède des fonds négociés en bourse étrangers sur la bourse de Toronto, dans le REER, il n'y a pas d'impact fiscal. Mais qu'en est-il dans le CELI? Par exemple, XEF ou XSP, y aura-t-il une retenue de taxes ou d'impôts où je n'ai pas à me préoccuper? Comment fonctionne un FNB comme XEF qui n'est pas couvert? Alors, effectivement, il va réagir avec la devise canadienne. C'est comme ça que ça va fonctionner. Oui, effectivement. Ouais. Bon. Alors, pour ce qui est des fonds négociés en bourse étrangers, si vous avez donc un dividende étranger, vous aurez droit, parce que toujours, il y a le 15 % d'impôt qui est ramassé au niveau fiscal, parce que ce sont des ententes fiscales, et vous avez droit à un crédit d'impôt pour le dividende payé à l'étranger. Si vous le mettez dans votre REER, il n'y aura pas de retenue fiscale, ni REER, ni dans le FER. Ça, jusque-là, c'est facile, bien compréhensible. Si vous le mettez dans votre CELI, là, c'est une autre paire de manches. D'abord, vous allez vous faire ramasser de 15 %. Et c'est pour ça que je trouve ça plus ou moins avantageux, à moins que ce soit un titre qui a une très, très forte progression là, en bourse. Là. Faites attention à ça, les titres étrangers dans votre CELI, parce que déjà, en partant, la Convention fiscale fait en sorte que ce ne sont pas des fonds de retraite, et non pas ou des fonds immobilisés de retraite. Alors, tout ce qui touche à la retraite, déjà là, en partant d'une convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, il n'y a pas de retrait d'impôt ni d'un côté ni de l'autre. Ceci étant dit,
lorsqu'on tombe dans un CELI, ce n'est pas, fiscalement parlant, traité aux États-Unis, comme chez nous d'ailleurs, comme étant un fonds pour la retraite. Et à ce moment-là, les impôts s'appliquent. Alors, malheureusement, 15 c'est 15 de perdu, parce que vous n'avez aucun crédit d'impôt étranger qui peuvent être contrés sur ce dividende-là. Et on en parlait un petit peu tantôt pendant la pause commerciale, Yves, puis on se disait, est-ce que ça vaut vraiment la chandelle d'investir dans des actions étrangères, pour notre CELI, par exemple? Bien, c'est sûr, ce que je soupçonne, peut-être, François, c'est peut-être que le Canada va peut-être négocier éventuellement quelque chose de plus... de venir alléger un peu cette position-là, parce qu'en gros, ce que ça dit, c'est pas très avantageux pour les titres à fort dividende. Ça existe pas aux États-Unis. C'est ça. Pour eux, ils l'ont pas qualifié comme une fiducie là, de retraite. Ben oui. Et évidemment, un CELI, nous, on sait, c'est pas un régime enregistré. Et c'est un peu ça le problème. Puis c'est ça qui fait que la retenue d'impôt américaine, bien, elle n'est pas récupérée. Donc, elle est complètement perdue. Ça vient réduire le rendement du dividende. Donc, les gens devraient peut-être faire attention. Puis, il y a peut-être des fois des produits, ça peut être avec des FNB, des choses comme ça, que des fois, le dividende, au lieu qu'il soit versé, mais des fois, ça soit plus sous forme de gain capital, fait qu'on n'aura pas ce désavantage-là. Fait que les gens devraient regarder ça peut-être avec leurs conseillers, de sorte à ne pas perdre cette retenue d'impôt américaine-là qui ne pourra pas être récupérée. Bon, alors, elle m'a donné l'exemple de XEF. XEF, c'est un iShare. Même s'il reproduit, si je me rappelle bien, les fonds internationaux, le MSCI, donc de l'Asie, c'est un titre canadien. Donc, ça ne rentre pas là-dedans. Alors, il n'y aura pas de retenue d'impôt si vous aviez pris un Spider, par exemple, ou quelles autres entreprises aux États-Unis qui font... BlackRock en fait aussi. Vanguard ou les autres, là, où il y a des ETF qui sont négociés à la bourse et que vous en détenez dans votre CELI. Malheureusement, vous allez payer le 15 d'impôt. C'est pas la composition, dans le fond, qui est importante. C'est l'instrument en tant que tel. C'est l'instrument et d'où il est issu, cet instrument-là. Il est canadien. Lui, il est canadien, il n'y aura pas de problème. C'est même XSP, si je me rappelle bien. Il est canadien aussi. Mais lui, il est hedgé. Alors, comme c'est un titre négocié à la Bourse de Toronto, il n'y a pas de problème. Vous n'avez même pas à le mettre dans votre le rapport étranger. Là. Alors, il n'aurait pas dû le S&P 500, lui, le XSP, mais c'est un titre canadien. Donc, il n'a aucun rapport avec la fiscalité américaine. Alors, si vous le détenez dans votre CELI, pas de problème. Ça, c'est le genre de choses qui est correct. Ça, on peut en mettre des... C'est une façon d'aller à l'étranger puis sans être frappé de tout bord, de tout côté par l'impôt. Vous n'auriez même pas à le divulguer, là, même sur les nouveaux formulaires, là, très, très longs, et que les comptables détestent tous, bien entendu. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. On va y aller avec une autre de Jacques. Lui, il veut avoir une analyse fondamentale ou technique. Est-ce le bon temps d'entrer pour un investissement à court moyen terme pour principalement obtenir un bon rendement de dividende? Déjà là, en partant, il y a une ambiguïté dans votre question, là, c'est-à-dire que moi, ça me scille les oreilles. Là. Moyen ou long terme avec des titres à dividende, là, habituellement, tu organises pour avoir des titres de qualité puis tu gardes ça un petit peu plus longtemps, c'est du dividende, hein, habituellement. On va y aller tout de suite avec Diversified Realty Corp. Moi, c'est drôle, celui-là, bien de la misère avec. Peut-être une analyse d'abord, Yves, fondamentale. Ça semble être un produit structuré, François. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, je veux dire, au niveau du concept. Moi, j'inviterais peut-être la personne, actuellement, il y a un genre de prospectus, il y a un document, peut-être en faisant les recherches un peu sur Internet, parce qu'on sait que les royautés, c'est quand même quelque chose d'intéressant en termes de produits, de business. Par contre, la personne, il faut qu'elle voie, c'est quoi les frais, parce que les produits structurés, des fois, il y a des éléments à l'intérieur qu'il faut un petit peu creuser, parce que des fois, on a des surprises qui sont pas toujours belles. Fait qu'il faut s'informer au niveau des frais. C'est quoi le contenu? Quels sont les genres de business et dans quel secteur, surtout? Je n'ai pas pu avoir les réponses un peu à ça, mais j'ai vu un petit problème au niveau de la liquidité. Là, ça semble pas très liquide. C'est pas liquide. Effectivement, je ne sais pas au point de vue technique. Oui, j'imagine le graphique. En fait, écoutez, c'est un titre qui est jeune, hein, donc c'est difficile un petit peu à analyser aussi quand c'est jeune. Là. Et un élément important d'emblée, puis ça va un peu dans la même ligne de ce que vous disiez, c'est qu'il faut toujours faire attention. Il ne faut pas non plus que le titre ait une performance en bourse qui vienne effacer le gain du dividende. Ça, là, souvent, les gens, on dirait qu'ils sont omnibulés par le dividende.
Ils font 5 puis si tu as perdu 20 dans l'année, tu étais moins 15 là. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Lui, par contre, je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'affaires techniques parce que c'est jeune, mais en tout cas, ça va de côté. Donc, à la rigueur, un titre qui va de côté, qui verse un dividende, est déjà moins dommageable qu'un titre qui baisse. Tu es payé pour attendre. Mais ça, vous savez, c'est qui ça? Hein? C'est l'ancien Bennett Environnement, ça. Alors, qui s'est reviré en royauté, une corporation de royauté, eux qui font mais je regardais les ratios de ça, là, avec 1,1 effectif, non pas déclaré, là, mais effectif pas beaucoup de dividende volume de 1,1 je ne toucherai pas celui-là. On va y aller à Top 10 Canadian Bank, TCT. Ça, c'est un autre qui existe. TCT, c'est une fiducie de revenus. Un autre pas de volume. Il est pire que l'autre. Là. Ouais. On parle à peu près de 25 000 là, de volume. On le voit là, un petit peu par les trous dans le graphique. Si on le regarde un peu plus à long terme, c'est un titre qui est très baissier. Il est actuellement coté sur une résistance. Ça fait des années qu'il n'arrive pas à dépasser 11-12 $. Là. Donc, il semble même monter des signes baissiers. Donc, stratégiquement, si on l'avait depuis un petit bout de temps, puis on a encaissé de l'argent, puis on a encaissé des dividendes, peut-être prendre une petite pause dans la descente. Là, un rendement de 8 cette bebelle-là. C'est toutes des grosses banques, Banque Royale, Banque Nationale. Oui, mais le problème, c'est ça, c'est qu'ils payent un rendement qui est supérieur à celui qui est payé par les valeurs intrinsèques. Okay. À un moment donné, on gruge le capital. C'est ça qui se passe. Puis c'est ça qui est le point. Moi, je réitère un peu ce que M. Paul vient d'amener, c'est qu'il faut faire attention, c'est pas porter un jugement sur celui-là en particulier, François, mais il faut faire attention des fois à des produits financiers, qu'on a des promesses ou des rendements, parce qu'on sait qu'un rendement de dividende, en général, les gens aiment ça parce qu'il y a une prévisibilité puis une espèce là, de stabilité que les gens présument. Mais des fois, c'est pas vrai, parce qu'ici, on n'a pas le rendement. Les banques, on sait très bien, c'est pas un rendement de 8 que j'ai vu actuellement. Là. Donc, évidemment, on a une part qui baisse, mais on a un leurre qui nous fait croire à un gros rendement, mais dans le fond, on mange le capital. Fait qu'il faut vraiment lire le document, le prospectus, un peu tout ça. Puis même voir aussi les frais. Je ne sais pas c'est quoi les frais qui sont intrinsèques, si on veut, à ça. Parce que dans le fond, les banques ont le frais, puis ça, c'est un produit qui vient de faire un panier un peu puis encore des frais par-dessus. Fait qu'il faut vraiment regarder ces choses-là. C'est important. C'est beau d'annoncer un dividende de 6, 7, 8 mais après tous les frais, fiscalement parlant aussi, c'est plus votre domaine, mais c'est pas traité pareil non plus sur la ligne capitale sur l'action. Donc là, si tu enlèves tout ça au bout de la ligne, il en reste peut-être pas tant que ça. Tu l'as acheté en 2005, c'est sûr que les dividendes, ils ont été effacés bien des fois. Oui, c'est quand même surprenant de voir cette baisse-là. Les dernières années ont relativement été bien quand même. Mais là, si tu surpasses tout le temps tes frais, c'est pas... Chartwell, rapidement, monsieur... Oui, Chartwell, lui aussi, j'ai un petit peu de misère avec. Là. En tout cas, graphiquement parlant, c'est le mieux de la gang. Regardez, on le voit, là, on a eu un double creux en 2009, puis il monte depuis ce temps-là, sur un horizon mensuel, un horizon hebdomadaire, et il y a juste là une petite mise en garde du quotidien. 4,4 de rendement, mais c'est un petit peu plus que le dividende que le bénéfice. Alors, ça aussi, c'est toujours à faire attention. Merci. À demain, tout le monde.